Itaewon. Si vous connaissez un peu Séoul, ce nom vous dit forcément quelque chose. C'est le quartier international de la capitale sud-coréenne, celui où on entend parler toutes les langues, où les expatriés se retrouvent le week-end. Un endroit assez vibrant, cosmopolite et très jeune. Et depuis une dizaine d'années, Itaewon était aussi devenu le spot incontournable pour Halloween en Corée du Sud. Chaque année, des dizaines de milliers de jeunes s'y retrouvaient, alors pas forcément avec une organisation officielle, pas vraiment de programme, juste des gens qui voulaient s'amuser, faire la fête et être ensemble. 29 octobre 2022, un samedi soir. Le temps est parfait, ni trop chaud ni trop froid. Pour la première fois depuis le Covid, on peut enfin faire la fête sans masque, sans aucune restriction. Les jeunes Coréens ont envie de revivre, de célébrer. Personne ne peut imaginer que dans quelques heures, cette soirée va devenir la catastrophe de foule la plus meurtrière de l'histoire moderne de la Corée du Sud. Regardez bien cette ruelle. Elle paraît banale, non ? 45 mètres de long, 3,2 mètres de large, à son point le plus étroit. À peine la largeur d'une voiture. Une petite rue en pente qui relie la station de métro aux bars et clubs principaux. Des milliers de personnes l'empruntent chaque week-end sans aucun problème. Mais ce soir-là, cette ruelle va devenir un piège mortel. Et le pire dans tout ça, c'est que cette tragédie aurait pu être évitée, complètement évitée. Entre 18h34 et 22h, la police a reçu 79 appels d'urgence. 79! Des gens qui prévenaient que la situation devenait dangereuse, qui utilisaient littéralement les mots « écrasé à mort ». À 21h02, un appelant a même dit, et je cite, « Quelqu'un va mourir ». 22h08, l'horreur commence. En moins d'une heure, 159 personnes vont perdre la vie. Des étudiants, des jeunes professionnels, des touristes. La plus jeune avait à peine l'adolescence. Ils venaient tous de 14 pays différents. Ils étaient sortis pour s'amuser, pour célébrer simplement Halloween. Ils ne sont jamais rentrés chez eux. Aujourd'hui, on va essayer de comprendre tout ça. Comment une simple soirée festive d'Halloween a pu tourner en véritable cauchemar. Comment des dizaines d'appels d'urgence en quelques minutes ont pu être ignorés de la sorte. Et aussi, comme la plupart de mes vidéos le dénoncent, comment la Corée du Sud, un pays aussi développé, a pu laisser une telle tragédie se produire. Mais surtout, on va parler de ceux qui étaient là. Les victimes, bien sûr. Mais aussi les survivants, qui vivent encore avec le trauma. Les familles qui se battent aujourd'hui pour la justice. Et les secouristes qui ont tout tenté pour sauver des vies. Allez, respirez un grand coup. On va commencer par le début, parce que pour comprendre déjà cette tragédie d'Itaewon, il faut d'abord comprendre qu'est-ce qui rendait cette soirée du 29 octobre 2022 aussi particulière. Pour comprendre ce qui s'est passé ce soir-là, il faut qu'on revienne un peu en arrière. Pendant 2 ans, la Corée du Sud a vécu sous restrictions Covid. Et quand je dis restrictions, les Coréens n'y rigolent pas. Masque obligatoire partout, QR code pour rentrer dans les moindres cafés, couvre-feu pour les bars et restaurants, même une limite du nombre de personnes dans les rassemblements. 2022, c'est enfin le retour à la normale. En avril, il n'y a plus du tout de couvre-feu. Et au mois de mai, plus de masques en extérieur. Pour la première fois depuis 2019, les jeunes peuvent vraiment faire la fête. Alors imaginez l'ambiance. Vous avez 20, 25 ans et on vous rend enfin votre liberté. Et Halloween 2022, eh bien, c'est la première grande fête sans aucune restriction. Sur les réseaux sociaux, ça buzz depuis des semaines. Instagram, TikTok, KakaoTalk. Partout, on parle d'Itaewon. Pas besoin d'organisation officielle, c'est juste organique, c'est viral. Tout le monde sait que ça va être énorme. Ajoutez à ça une météo quasi parfaite, 17 degrés, ciel dégagé, et le fait que c'est un samedi, là vous avez vraiment tous les ingrédients pour attirer une foule monstre. Les données de téléphonie mobile vont révéler plus tard qu'il y avait plus de 100 000 personnes à Itaewon ce soir-là. Et dans le quartier immédiat de la tragédie, eh bien ce sont 38 000 personnes. C'est 300% au-dessus des niveaux normaux, du jamais vu. Pour vous donner une idée, les années précédentes, Halloween à Itaewon c'était déjà assez énorme. Mais là,
On parle d'un niveau complètement différent. C'est comme si tout Séoul avait décidé de se retrouver au même endroit, au même moment. Et c'est là que les choses commencent à déraper. Parce que personne n'a vraiment anticipé ça. Ni la ville, ni la police. Leur logique, en gros, c'était puisqu'il n'y a pas d'organisateur officiel, donc il n'y a pas besoin d'un plan de sécurité spécial. Écoutez bien ça. Ce soir-là, il y avait seulement 137 policiers déployés à Itaewon pour gérer 100 000 personnes. Le même jour, dans un autre quartier de Séoul, ils avaient mobilisé 6 500 policiers pour une manifestation de 25 000 personnes. 6 500 pour 25 000 d'un côté et 137 pour 100 000 de l'autre. Est-ce que vous voyez le problème ? 18 h. Les premiers groupes commencent à arriver. L'ambiance est festive, les gens sont déguisés, des zombies, des personnages d'animé, des super-héros. Tout le monde prend des selfies, rigole et profite. La fameuse ruelle près de l'hôtel Hamilton, pour l'instant, on va dire que c'est gérable. Les gens passent, ça circule, mais rappelez-vous les dimensions. 3,2 mètres au plus étroit. C'est vraiment, vraiment petit. 18h34. Premier appel à la police. Allô ? Il y a beaucoup trop de monde ici à Itaewon. C'est en train de devenir dangereux. Il faut envoyer du monde. La réponse ? Rien. Ou presque rien. La police considère que c'est normal pour Halloween. Entre 18h34 et 21h, la situation empire minute par minute. La foule devient de plus en plus dense. Dans la ruelle, les gens commencent à avoir du mal à bouger. Certains perdent leurs chaussures tellement c'est serré. D'autres sont littéralement portés par la foule. Leurs pieds ne touchent plus le sol. 20h09, un nouvel appel. Les gens tombent. Ils se font écraser. 20h33, un autre. C'est sérieux là. C'est vraiment sérieux, hein. 20h53, encore. On dirait une maison de fous. Les gens peuvent plus bouger. 11 appels spécifiquement sur la dangerosité de cette foule. Et dans ces appels, 13 fois, les gens utilisent l'expression coréenne pour dire « écrasé à mort ». C'est pas une métaphore, c'est littéralement ce que les gens ont dit à la police. Mais les policiers sur place sont débordés. Les 137 agents, c'est une goutte d'eau. La plupart sont occupés à gérer des bagarres d'ivrognes, des vols à la tire, des trucs habituels du samedi soir. Et la gestion de la foule, c'est clairement pas leur priorité. Et les renforts dans tout ça ? Eh bien, eux, ils sont ailleurs. Cette fameuse manifestation avec 6500 policiers. Un concert de K-pop quelques jours avant avait eu 1300 agents de sécurité. Mais Halloween à Itaewon, 137. 21h. Sur les réseaux sociaux, les premières vidéos inquiétantes apparaissent. Des gens coincés dans la foule qui filment. On entend des cris. Certains pleurent déjà. D'autres essaient de faire marche arrière. Mais c'est clairement impossible. Et à 21h pile, un appel qui donne froid dans le dos. Envoyez du monde maintenant. Un gros accident peut arriver à tout moment. Les gens vont mourir. 21h02, 2 minutes plus tard, un nouvel appel. Quelqu'un est en train de mourir. À ce moment-là, dans la ruelle, la densité atteint des niveaux critiques. Les experts calculeront plus tard. 7,57 personnes par mètre carré en moyenne, avec des pics à presque 10 personnes par mètre carré. Pour vous donner une idée, à partir de 6 personnes par mètre carré, vous perdez totalement le contrôle de vos mouvements. Vous êtes littéralement à la merci de la foule. Si elle va à gauche, vous allez à gauche. Et si elle tombe, eh bien vous tombez. Et rappelez-vous un truc, cette ruelle est en pente. Ceux qui sont en haut poussent sans le vouloir sur ceux du bas. C'est de la physique pure. Gravité plus pression humaine égale catastrophe. Entre 21h30 et 22h, la situation est déjà critique. Mais personne en position d'autorité ne semble le réaliser. Les bars et clubs continuent leur musique à fond. Les gens à l'arrière de la foule, qui ne voient pas ce qui se passe devant, continuent de pousser pour avancer, attirés par la fête. Et c'est ça le paradoxe horrible de cette soirée. Quelques mètres de distance, vous avez des gens qui dansent, qui boivent, qui s'amusent, et d'autres qui sont littéralement en train de mourir. Et le plus révoltant,
c'est que Séoul a un système ultra sophistiqué de prédiction des foules basé sur les données mobiles. Ce système peut prédire des mouvements de foule en temps réel et alerter les autorités. Et ce soir-là, il n'était même pas activé. 22 heures. Les choses s'accélèrent. Dans la ruelle, des gens commencent à tomber. 1, puis 2, puis 10. Comme des dominos. Ceux derrière ne peuvent pas s'arrêter. Ils sont poussés par des milliers de personnes. Et dans quelques minutes, à 22h08 très exactement, le point de non-retour sera atteint. Et là, on tombe vraiment dans l'horreur pure. Une horreur qu'on aurait pu éviter si quelqu'un avait écouté ces 79 appels d'urgence. « 22h08. D'après l'analyse du Washington Post qui a étudié plus de 350 vidéos de la soirée, c'est à ce moment précis que tout bascule. 16 minutes plus tôt que ce que les autorités ont d'abord annoncé. Ce qui va suivre est très difficile à raconter, mais c'est vraiment important qu'on comprenne comment des vies ont pu être perdues en quelques minutes. Comment une foule peut devenir aussi mortelle. Quelqu'un tombe en haut de la pente. On ne sait pas exactement qui, ni pourquoi. Peut-être quelqu'un qui a trébuché, qui a perdu l'équilibre. Dans une foule normale, pas de problème, on se relève. Mais là, avec cette densité, la personne qui tombe entraîne celle derrière, qui entraîne les suivantes. En quelques secondes, c'est une réaction en chaîne. Et rappelez-vous, il y a des milliers de personnes derrière qui continuent de pousser sans savoir ce qui se passe devant. Une survivante, Kim, raconte. On n'avait pas prévu d'aller dans cette ruelle. C'est comme si on avait été aspiré. Mes pieds ne touchaient plus le sol. J'étais juste transporté par la masse. Et puis, quelqu'un devant moi est tombé. Je suis tombé sur lui. Et d'autres sont tombés sur moi. En quelques minutes, les corps s'empilent. Les témoins parlent de 5-6 couches de personnes. Certains endroits, la pile atteindrait 15 pieds de haut. 15 pieds. C'est la hauteur d'un étage et demi. Et ce qui tue réellement dans ces situations, c'est ce qu'on appelle l'asphyxie compressive. En gros, la pression sur votre cage thoracique vous empêche de respirer. Vos poumons ne peuvent plus se gonfler. En 30 secondes, vous perdez conscience. Et en 6 minutes sans oxygène, les dommages au cerveau sont irréversibles. Le cauchemar, c'est que ceux qui sont en bas de la pile sont conscients de ce qui leur arrive. Ils sentent le poids. Ils ne peuvent pas bouger, pas crier. Un survivant de 32 ans décrit. Les gens suffoquaient. Ils criaient. Ils se faisaient écraser. Ils tombaient. Et tu peux pas t'arrêter. Tu ne peux pas reculer. Tu dois juste suivre la vague. Et je le répète encore une fois, mais le plus horrible dans tout ça, c'est que il y a un véritable contraste. À quelques mètres, vraiment à quelques mètres, à 1 mètre, 2 mètres, la fête continue. Les bars n'ont absolument pas coupé la musique. On voit des gens qui dansent, qui s'ambiancent. Mais en même temps, ils ne pouvaient pas savoir. 22h15, le premier appel officiel arrive au centre d'urgence. Il parle de environ 10 personnes affectées. Les secours envoient alors 4 ambulances. 4. Pour ce qui est en train de devenir la pire catastrophe de l'histoire moderne de la Corée. 22h28. Les premières équipes d'urgence arrivent. Ce qu'ils découvrent les marquera clairement à vie. Un pompier témoignera plus tard. Je n'avais jamais vu ça. Des corps partout. Des gens qui tentaient désespérément de sortir leurs amis de la pile. Mais comment intervenir? La ruelle fait 3,2 mètres de large. Les ambulances ne passent clairement pas. Les rues autour sont noires de monde. Et des fêtards en costume qui ne comprennent même pas ce qui se passe bloquent involontairement les secours. Des chaînes humaines se forment spontanément. Les inconnus s'unissent pour essayer de tirer les victimes. Mais la pression est trop forte. Un policier sur place déclara « On ne pouvait pas sortir les gens du bas. Il y avait trop de pression, trop de poids. » Les survivants qu'on arrive à extraire sont allongés directement sur le trottoir. Policiers, pompiers, médecins, mais aussi des civils. Tout le monde fait du massage cardiaque. Le docteur Lee Bon-sok, qui était dans le quartier, s'est précipité. Au début, il y avait 2 victimes sur le sol. Mais très vite, il y en avait partout. Plus que les secouristes ne pouvaient gérer. Rapidement, c'est l'escalade totale. De 4 ambulances, on passe à 140 véhicules d'urgence.
848 personnels d'urgence au total, 346 pompiers venus de toute la région. Mais c'était trop peu et surtout trop tard. La mère d'une des victimes reçoit un appel vers minuit. C'était le petit ami de sa fille. Il pleurait. Il disait qu'elle était morte, qu'elle avait été sous la pile pendant plus d'1 heure, qu'il avait essayé de la sortir, mais qu'il n'avait pas pu. Les images de cette nuit sont surréalistes. Les costumes d'Halloween déchirés et abandonnés. Des centaines de chaussures perdues dans la bousculade. Des perruques colorées sur le sol à côté du matériel médical. Le contraste entre la fête et la tragédie. Les familles commencent à affluer. Des parents qui cherchent leurs enfants. Des amis qui se sont perdus dans la foule. Les téléphones sonnent sans arrêt. Des appels sans réponse de ceux qui sont dans la pile. Et à 23h50, le bilan provisoire tombe. Plus de 100 morts. Mais ce n'est pas fini. Les hôpitaux sont débordés. Des victimes en état critique continuent d'arriver. Certains vont se battre pendant des heures, en vain. Les scientifiques calculeront plus tard que la force exercée sur les victimes atteignait 1961 newtons par mètre. C'est clairement suffisant pour plier des barres d'acier. Le corps humain n'a aucune chance face à une telle pression. Les survivants sont traumatisés. Certains sont restés conscients pendant tout le temps où ils étaient coincés. Ils ont senti la vie quitter ceux qui étaient autour d'eux. Une survivante de 27 ans sera diagnostiquée avec des lésions nerveuses multiples, des muscles détruits par la compression, 3 mois de rééducation. Et ça, c'est juste les blessures physiques. Le bilan final, 159 morts, 196 blessés, 27 étrangers de 14 pays, âge moyen 20-30 ans, plus jeune victime, une adolescente. 159 morts qui, à mon sens, ne sont pas des statistiques, mais bien des êtres humains, des personnes qui avaient des rêves, des familles, qui étaient juste sorties s'amuser un soir d'Halloween. Cette nuit du 29 octobre 2022 restera gravée dans l'histoire de la Corée du Sud. Pas seulement pour l'horreur de ce qui s'est passé, mais parce que tout ça aurait clairement pu être évité. Mais comment ces 79 appels d'urgence ont pu être évités, ignorés de la sorte? Comment un système entier a failli? Et comment certaines personnes ont essayé de couvrir leurs erreurs? Le lendemain matin, 30 octobre, la Corée du Sud se réveille sous le choc. Les officiels donnent des conférences de presse. Et là, les premières excuses commencent à sortir. Le ministre de la Sécurité, Lee Sang-min, déclare « Cette tragédie n'aurait pas pu être évitée. » Pardon, pas pu être évitée? On a 79 appels d'urgence sur 4 heures. Des gens qui disaient littéralement « quelqu'un est en train de mourir » et ça n'aurait pas pu être évité? Reprenons. Entre 18h34 et 22h, 79 appels au total. 11 spécifiquement sur la dangerosité de la foule. 13 fois l'expression « écrasé à mort » utilisée. Des avertissements de plus en plus désespérés. Et la réponse? Rien, rien du tout. Et on n'aurait pas pu l'éviter. Et les chiffres parlent d'eux-mêmes. Halloween à Itaewon, c'est 137 policiers pour 100 000 personnes. La manifestation le même jour, c'est 6 500 policiers pour 25 000 personnes. Et un concert de BTS quelques jours avant, 1300 agents de sécurité. Et attention, c'est pas comme si personne n'avait rien vu venir. 4 jours avant Halloween, la police d'Itaewon avait demandé des renforts. Ils savaient que ça allait être énorme. Mais attendez, ça devient encore pire. Séoul a un système ultra-moderne de prédiction des foules, qui est basé sur les données de téléphonie mobile. Donc en gros, on peut prédire en temps réel où les foules vont se former et alerter automatiquement les autorités. Eh ben ce soir-là, le système était désactivé. Pourquoi me diriez-vous? Eh bien parce que personne, ce soir-là, n'a jugé bon de l'allumer. Imagine, t'es père de famille, t'as perdu ta gosse là-dedans. L'excuse qu'on te sort, c'est ça. 13 janvier 2023. L'enquête spéciale de la police rend ses conclusions. Verdict, un désastre causé par l'homme. Entièrement évitable. 23 officiers inculpés. La moitié sont des policiers. Les charges, homicide involontaire et négligence professionnelle. Mais c'est là que ça devient intéressant. Park Sung-min, du gouvernement métropolitain de Séoul,
a ordonné à ses subordonnés de détruire des rapports internes. Mais de quel rapport on parle là? Eh bien, ceux qui parlaient des risques de foule à Itaewon. Ah! Qu'en est-il de Kim Jin-ho, de la police de Yongsan? Lui aussi, arrêté pour destruction de preuves. Il y a aussi 2 officiers qui se sont suicidés pendant l'enquête. Un policier de Yongsan et un responsable sécurité du gouvernement de Séoul. Coïncidence? On ne le saura jamais. Les procès commencent. Lee Im-jae, l'ancien chef de la police de Yongsan, écope de 3 ans de prison. D'ailleurs, c'est la peine la plus lourde. 3 ans pour 159 morts. Song Byung-ju, qui gérait les appels d'urgence du 112, 2 ans. Park Soo-min, celui qui a détruit les documents, 18 mois. Mais les acquittements sont encore plus scandaleux. Kim Kwang-ho, le grand chef de la police métropolitaine de Séoul, lui, il a carrément été acquitté. Le tribunal dit que les procureurs n'ont pas prouvé le lien direct avec les morts. Park Hee-young, chef du district de Yongsan, elle aussi acquittée. Le motif? Elle n'avait pas l'autorité légale pour contrôler les foules. Les parents d'Ho Ji-min, une jeune fille décédée dans la foule, s'expriment. Le plus dur et le plus frustrant, c'est que personne n'est tenu responsable. La tragédie est arrivée, mais personne n'est responsable. Et le président Yoon Suk-yeol dans tout ça. Sa première vraie excuse publique, eh bien on l'a eue le 7 novembre, plus d'1 semaine après. Et encore, il ne prend pas la pleine responsabilité. Pire encore, l'ancien président de l'Assemblée nationale révélera plus tard que Yoon Suk-yeol aurait dit que la tragédie était peut-être induite et manipulée par certaines forces. Oui voilà, il a vraiment suggéré une théorie du complot. 159 morts, et le gars, il cherche des théories du complot. Le gouvernement donne des instructions aux officiels. Ne pas dire désastre, mais plutôt dire accident. Ne pas dire victime, mais dire décédé. Pourquoi? Eh bien pour protéger la réputation touristique d'Itaewon. L'enquête révèle aussi autre chose. La fameuse ruelle mortelle. Eh bien, elle avait été rétrécie par des constructions illégales. L'hôtel Hamilton avait fait une extension non autorisée de 78 mètres carrés en 2013. Ça avait réduit le passage et personne n'avait rien fait. Les familles des victimes ne lâchent pas. Elles forment une association. Familles endeuillées et survivants du désastre d'Itaewon du 29 octobre. Elles manifestent, elles demandent justice, elles veulent simplement la vérité. En mai 2024, enfin une victoire. Le Parlement vote une loi pour une enquête indépendante. Un comité de 9 membres avec 15 mois pour enquêter. Les familles espèrent enfin avoir des réponses. Mais la vraie question qu'on peut se poser, c'est comment la Corée du Sud a pu laisser passer ce genre d'événement? Comment c'est possible qu'un tel événement se produise ici? Et croyez-moi, c'est pas un problème de moyens. C'est essentiellement un problème de priorité. Quand il y a un concert de K-pop, croyez-moi que là, les ressources, elles sont là. Hein. Quand il y a une manifestation politique, les policiers sont là aussi par milliers. Par contre, voilà, des jeunes qui font la fête, c'est pas important, c'est pas officiel, donc pas prioritaire. Un expert en gestion des foules a dit « La Corée a tous les outils, les technologies, les ressources, l'expertise. Ce qui a manqué ici, c'est clairement la volonté d'agir sur les signaux d'alarme. » Aujourd'hui, la ruelle a été modifiée. Des nouvelles caméras, un éclairage amélioré, un sens unique en cas de fortes affluences. Mais pour les familles, voilà, c'est bien trop peu et c'est surtout bien trop tard. Novembre 2022, un sondage montre que 70% des Sud-Coréens tiennent le gouvernement pour responsable. Le pays est en colère. Les jeunes en particulier se sentent trahis. 159 personnes sont mortes parce que leur vie valait moins qu'une organisation administrative. Parce que sans organisateur officiel, eh bien personne ne s'est senti vraiment responsable. Et surtout parce que ces 79 appels d'urgence ont été traités comme un simple bruit de fond. « 30 octobre 2022, la Corée du Sud se réveille différente. Une semaine de deuil national est déclarée. Les drapeaux sont en berne. Les émissions de divertissement sont annulées. Le pays est clairement sous le choc. Et partout dans Séoul, des mémoriaux spontanés apparaissent.
devant l'hôtel de ville, dans les stations de métro, à Itaewon même, des montagnes de fleurs, des messages dans toutes les langues. On n'oublie pas, plus jamais ça. Reposez en paix. Et ce qui frappe, c'est l'âge des gens qui viennent. Des jeunes, dans la vingtaine, dans la trentaine. Et l'âge des victimes, ils auraient très bien pu être là ce soir-là aussi. Certains d'ailleurs y étaient et ont survécu. La culpabilité du survivant, c'est clairement réel. Moi, je suis resté chez moi ce soir-là. D'ailleurs, je faisais un live sur Twitch au moment où ça s'est produit et on était en train de regarder tout ce qui se passait avec l'audience. C'était horrible. Et je suis pas allé à Itaewon simplement par flemme de sortir. J'aurais dû aller à Itaewon ce soir-là, tant invité à une fête là-bas. Et combien de personnes ont le même discours que je le tiens aujourd'hui? J'aurais dû y être, j'aurais dû aller à Itaewon et j'y suis pas allé. Parce que voilà, c'était tellement un événement de fou qu'on était tous invités là-bas, quoi. Et on a tous une connaissance qui y est allé, qui a pu s'en sortir ou pas. Les chiffres du trauma. Plus de 1300 cas de stress post-traumatique traités. 1316 pompiers encore en thérapie un an après. Des milliers de témoins traumatisés. Un lycéen survivant se suicide au mois de décembre, devenant ainsi la 159e victime. Itaewon devient une ville fantôme. Le quartier, autrefois vibrant, devient vide. Les commerces voient leur chiffre d'affaires chuter de 90%. Halloween, plus personne n'ose en parler. Les décorations disparaissent des vitrines dans tout le pays. Vous voyez un peu l'avant-ville dans Pokémon? C'est exactement ça. Quelque chose change dans le comportement des Coréens. Dans le métro bondé, les gens font plus attention. Ils ne poussent plus. Les mouvements de foule deviennent plus ordonnés. La peur est là, palpable. Mais au-delà du trauma, quelque chose de plus profond se passe. La Corée réalise qu'elle a un problème systémique avec la sécurité. Rappelez-vous le ferry Sewol en 2014, 304 morts majoritairement des lycéens. Et bien maintenant c'est Itaewon. Et à chaque fois, ce sont des défaillances systémiques. À chaque fois, des vies perdues. Et décembre 2022, l'ordonnance pour la gestion de la sécurité des événements de foule est votée. Quelque chose d'assez révolutionnaire, qui dit que même les rassemblements spontanés qui sont sans organisateur, eh bien doivent quand même avoir un plan de sécurité. C'est terminer l'excuse du pas d'organisateur, du coup, pas de responsabilité. Halloween 2023, un an après. Regardez la différence. Sans agent de sécurité, rien que pour les zones critiques. Un flux piéton unidirectionnel imposé. Des routes fermées pour créer de l'espace. La vente d'alcool restreinte aux heures de pointe. Et la police omniprésente. L'impact dépasse les frontières. Tokyo, quartier de Shibuya, connu pour son Halloween massif. Le maire a déclaré « On ne veut pas d'un autre Itaewon ». Résultat, des zones sans alcool, sans agent de sécurité et une campagne « Ne venez pas à Shibuya pour Halloween ». Encore plus radical en Chine. Le métro de Guangzhou interdit carrément les costumes effrayants pendant Halloween. Des zones pour se démaquiller avant de monter dans le métro. La peur de la panique dans les foules. Voilà, c'est ça l'héritage d'Itaewon. Le monde entier a compris que les réseaux sociaux ont changé la donne. Plus besoin d'organisateurs pour créer un événement massif aujourd'hui. Un simple buzz viral sur TikTok suffit. Et nos systèmes de sécurité, eux, n'étaient pas prêts pour ça. Itaewon devient le cas d'étude dans toutes les formations de gestion de foule. Des dizaines d'études scientifiques sont publiées. Les experts analysent chaque aspect. La physique de l'écrasement, la psychologie des foules et l'effet des réseaux sociaux. Et les normes, elles changent partout. Maximum maintenant, 4 à 5 personnes par mètre carré. Parce qu'avant, on tolérait jusqu'à 6-7. Zone d'évacuation obligatoire tous les 50 mètres. Une interdiction des goulots d'étranglement. Et des plans B et C obligatoires pour tout événement. Le 29 octobre 2023, le premier anniversaire. 5000 personnes se rassemblent. Le slogan, un pas vers la liberté, une promesse d'unité. La ruelle est officiellement renommée l'allée commémorative du 29 octobre. Le violet devient la couleur du souvenir. Et lors de la messe commémorative, les 159 noms sont lus, un par un. Ça prend du temps, c'est voulu. Chaque nom, c'est une vie, une histoire, pas un simple numéro dans une statistique. Nouvel an lunaire 2023.
les familles des victimes se réunissent, avec une tradition, ma foi, bouleversée. Au lieu des offrandes traditionnelles aux ancêtres, elles apportent aujourd'hui des plats préférés de leurs enfants, des burgers, des pizzas, de la nourriture de jeunes. Parce que c'est ça qu'ils étaient, des jeunes. Et 2 ans après, les familles se battent toujours pour un mémorial permanent, pour la reconnaissance, pour que leurs enfants ne soient pas oubliés et pour que leurs morts servent à quelque chose. Le gouvernement met en place des aides, 20 millions de won par famille, ce qui fait environ 14 000 €. 15 millions pour les frais funéraires, des supports psychologiques gratuits et des aides identiques pour les victimes étrangères. Mais évidemment, pour les familles, l'argent ne remplace pas la justice. Une survivante, 1 an après. Je ne peux plus aller dans les foules. Le métro aux heures de pointe, c'est impossible. Les concerts, les festivals, toute ma vie sociale est détruite. Je survis, mais je ne vis plus vraiment. Pour toute une génération de jeunes Coréens, Itaewon représente une trahison. Le contrat social est brisé. L'État, qui devait les protéger, a failli. La confiance est complètement rompue. Aujourd'hui, la vie reprend doucement à Itaewon. Les bars rouvrent, les jeunes reviennent petit à petit, mais quelque chose a changé. Il y a quelque chose de différent, il y a une gravité, un poids. Le fantôme de cette nuit plane toujours. Et pendant longtemps, ma femme et moi refusions encore d'aller à Itaewon. C'était, je sais pas, tellement lourd de passer là-bas, comme si il y avait un poids écrasant qui hantait tout le quartier. Alors voilà ce que je veux que vous reteniez. Quand vous êtes dans une foule et que ça devient dangereux, simplement partez, tout de suite. Pas dans 5 minutes, pas de attendons un peu, ça va se calmer, non, maintenant. Aucune fête, aucun concert, aucun événement ne vaut votre vie. Et si vous êtes en position de responsabilité, peu importe laquelle, et qu'on vous alerte d'un danger, s'il vous plaît, écoutez. Même si ça semble, on va dire, exagéré, même si c'est probablement rien, parce que ce probablement rien peut devenir 159 morts en quelques minutes. 159 familles brisées, 159 raisons de ne jamais oublier. Et surtout, 159 raisons de faire mieux.